Après la session normale de l'examen du baccalauréat session de juin 2024, place à celle de remplacement. Elle a démarré ce lundi 15 juillet 2024 au CEG Saint-Rita de Cotonou, l'unique centre de composition retenu au plan national. Cette session de remplacement est destinée aux candidats qui n'ont pas pu se rendre aux épreuves initiales de la session de juin dernier pour raison de santé. C'est le directeur de l'office du bac, Alphonse Da Silva, qui a procédé au lancement officiel des épreuves. D'abord, un souhait, c'est que ces candidats-là fassent l'effort parce qu'ils ont été malades. Bon, maintenant, ils se portent assez bien pour qu'ils puissent aussi réussir massivement. C'est le souhait que je leur donne. Pour cet examen, 67 candidats de 6 séries sont attendus. Selon le chef centre et son adjoint, tout est mis en place pour le bon déroulement des épreuves. Nous avons 44 présents et 23 absents. En dehors de la surveillance, il y a l'assistance. Nous avons 2 rôles à jouer ici. Il y a la surveillance et l'assistance. Donc, on a renforcé les surveillants de salle qui doivent être là à surveiller les candidats, mais également à les assister pour qu'ils ne tombent pas, pour que s'il y a un petit souci, on puisse les conduire rapidement à l'infirmerie. L'infirmier à nos côtés et suit les mouvements des candidats avec nous. Une mission, ce n'est pas un travail. Et comme vous l'avez vu, tout a été déjà apprêté et nous sommes ravis d'accueillir cette mission. C'est le seul centre du Bénin, c'est le centre national et nous avons été honorés. Il n'y a pas eu de candidats malades ce matin. Ils sont tous là en bonne santé et nous souhaitons que ça soit ainsi jusqu'à la fin des 3 jours. Contrairement à la session normale, les dispositions sont prises pour que la correction des copies démarre dès la fin de la première épreuve. En fait, à la session de remplacement, tout se gère très rapidement. Donc, en même temps que les candidats composent, il y a les correctifs qui se font. Nous avons déjà pris les épreuves et tout à l'heure, les collègues enseignants vont plancher sur ces épreuves, réaliser les correctifs et les corrections vont se faire au fur et à mesure. Ainsi, les résultats, la première, deuxième délibération, certainement vendredi prochain. Et samedi, on a clôturé tout, les 3 délibérations. Donc, pratiquement, la session de remplacement se termine au même moment que la session normale. Pour rappel, la 3e et dernière délibération des résultats du bac 2024 aura lieu le samedi 20 juillet 2024. Les candidats admissibles au baccalauréat session de juin 2024 planchent dès ce lundi aux épreuves sportives. Après le lancement officiel des épreuves de la session de remplacement ce même jour au CEG Saint-Rita de Cotonou, la délégation de l'office du bac s'est rendue sur le terrain de PS du CEG pour constater le démarrage effectif et le bon déroulement de la phase sportive de la session normale. Sur le terrain de sport, on note 3 activités d'éducation physique et sportive. Il s'agit de la gymnastique au sol, la vitesse, la course de vitesse et le saut en hauteur. Pour ce qui concerne la course de vitesse, il faut noter que les filles ou les dames font 60 mètres, ils courent une distance de 60 mètres. Par contre, les garçons ou les hommes courent une distance de 80 mètres. Les années antérieures, c'était 5 activités qui se faisaient administrer aux candidats. Mais par rapport aux réformes, nous avons voulu nous coller à l'approche par les compétences qui nous impose le passage de 3 activités. Les candidats apprécient les différentes phases des épreuves. Je suis venu pour faire les épreuves sportives du bac. J'ai fait le saut en hauteur. La suite, je vais faire la gymnastique et après faire l'endurance. Et tout se passe bien. Pour le moment, des trois enchaînements qu'on doit faire, qui sont la course de vitesse, la gymnastique et puis saut en hauteur. J'ai seulement fait la gymnastique. Pour le moment, ça s'est très bien passé.
La suite, j'espère finir ça et avoir mes points. Ça s'est bien passé quand même. J'ai déjà été à la première phase qui est le saut en hauteur. J'ai pu essayer de faire 2 fois le saut, mais à la troisième essai, j'ai essayé de forer, mais nous sommes déjà sur la deuxième phase actuellement pour la gymnastique. Comme on vient déjà de commencer, on a eu un bon début, on attend la suite pour voir ce que ça va donner. Mais on espère que ça donnera mieux que ça. Les épreuves sportives sont prévues pour durer 2 jours, du lundi 15 au mardi 16 juillet 2024. Le 1er juin 2024, nous avons eu une expédition de 250 cartons d'ananas de la part d'un exportateur équivalent à un total de 3,35 tonnes d'ananas prélevées dans le champ d'un seul producteur, exportés en France, distribués dans 2 rayons français à partir du 4 juin, donc 3 jours après. L'un des distributeurs a fait ce qu'on appelle un autocontrôle. J'ai confiance en vous. Comme on dit, la confiance n'exclut pas le contrôle. Donc, il a prélevé ce qu'il a acheté. Il a commandé l'analyse au laboratoire. Et ça, c'était donc le 11 juin. Et les résultats sont sortis le 17 juin. Et le verdict, c'est que dans 1 kg de cet ananas, d'après les analyses, il y a jusqu'à 5,9 mg de téflon par kilo d'ananas. La norme, comme l'a dit le DG, c'est 2. Donc on est presque à 3 fois la dose acceptée. La seule molécule en cause, c'était le téflon, justement. Et comme c'est un même stock dans 2 rayons, quand on constate qu'il y a un problème, on décrète le rappel dans tous les rayons. Mais quand on parle de rappel, de quoi s'agit-il en fait? C'est un phénomène ordinaire qui relève de la vigilance d'un État pour protéger ses concitoyens, ses consommateurs. Une fois en passant, c'est une alerte. Et ça nous rappelle que nous ne sommes pas parfaits. Il faut redoubler de vigilance. Mais quand ça se répète, ça devient un risque. Parce que ça modifie le profil risque du pays. Et pour ce qui est du Bénin, aujourd'hui, malgré cet incident qu'on a eu fin juin, le profil risque du Bénin n'a aucun problème. Nous continuons d'exporter de l'ananas sur le marché européen. 10 expéditions ont déjà eu lieu après l'incident, qui font dire à certaines personnes que notre ananas est indésirable sur le marché européen. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. On a déjà fait 10 expéditions conformes aux exigences, donc dans les normes, les 2 mg de téflon par kilogramme d'ananas, pour un équivalent total de 34 tonnes. Est-ce que le consommateur béninois a des raisons de s'inquiéter, de consommer notre ananas? D'abord, encore une fois, nous saluons la vigilance des consommateurs pour les alertes, les inquiétudes qui sont soulevées. C'est ça qui permet d'ajuster l'action, permet aux décideurs de prendre des mesures pour assurer et pour garantir la sécurité des consommateurs. Mais la réponse est non. On n'a pas de raison de s'inquiéter. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Personne ne peut le nier et nous vous ferons les preuves dans les jours suivants. Nous vous montrerons des preuves physiques. Vous allez comprendre de quoi nous parlons. Personne ne viendra nous dire qu'au Bénin, il n'y a pas de base française dirigée contre nous. Nous avons les preuves sous la main et nous n'avons rien contre le peuple béninois. Là, nous avons un problème avec la politique des dirigeants béninois. Des révélations qui ont fait couler beaucoup d'encre et suscité des inquiétudes au sein de quelques citoyens béninois. C'est suffisamment grave. Parce qu'il dit qu'il a des preuves audio. Et j'ai entendu aussi la réaction
du gouvernement béninois. Et moi, ce que je souhaite, c'est qu'on confronte ces deux déclarations pour voir qui a raison. Parce qu'en temps, le porte-parole du gouvernement a dit qu'ils peuvent vérifier avec des preuves satellitaires. Mais voilà que c'est deux pays qui nous accusent, et c'est des pays voisins. Et moi, ça devient très très inquiétant pour les populations. Alors ces affirmations, comme moi je n'ai pas de preuves, mais je voudrais dire qu'il n'y a pas de fumée sans feu. All right? Mais ce serait dommage que ça soit ainsi. Parce que nous avons dit, j'ai dit que pourquoi les autorités nigériennes ne voulaient pas ouvrir la frontière malgré la suspension, n'est-ce pas, des sanctions de la CEDEAO, que nous voulons une clarté. J'avais dit ça. Maintenant, M. Traoré vient d'affirmer que voici la raison, etc. Et ce qui m'a intéressé en c'est dire, c'est qu'il n'a pas été, comment dirais-je, il n'a pas usé d'une insubordination. Il dit que nous sommes contre la politique de ces dirigeants. Il n'a pas dit que nous sommes contre ces dirigeants. Voici quelqu'un qui est intelligent, il est sage. Ce que j'ai suivi hier à la télé, sincèrement, vraiment, c'est un dégoût. Parce que si le président de la transition burkinabé est en train d'affirmer les choses contre le Bénin, je ne pense pas que ce dernier ne peut pas venir à la télé et se balader. Donc sincèrement, nos autorités n'ont qu'à se prendre ce dernier au sérieux. Et surtout renforcer la sécurité du président. Puisque à la rue où vont les choses, ça ne va pas. Mais pour d'autres, ce ne sont que des accusations mensongères et qui n'ont aucune raison d'être évoquées. Je crois que le président Ibrahim Traoré, le président de la transition burkinabé, est en train de nous dire vraiment de n'importe quoi. Parce que si eux, ils ont les gens de Russes qui amènent tout dans leur pays, pourquoi ils vont nous interdire aussi de ne pas avoir une diplomatie française? Chacun est libre de faire ce qu'il veut de sa nation. Mais dit encore que le Bénin forme des djihadistes ou bien des quoi, ou bien une base pour déstabiliser les pays qu'il a cités. Dans quel intérêt le gouvernement béninois a dedans? Pour déstabiliser le Niger, pour faire quoi? Pour déstabiliser le Burkina, pour faire quoi? Je crois que chacun est dans sa souveraineté. Même s'il y a une base militaire française au Bénin, c'est leur problème. Moi, je ne vois pas si c'est leur problème. La diplomatie béninoise a toujours, comment dirais-je, des Français qui encadrent toujours le Bénin. Depuis. Il y a des gens là, non? Ils sont même dans les écoles des officiers pour entraîner nos officiers à faire ci, à faire ça, en cas d'attaque. Mais dire aujourd'hui que le Bénin a une base militaire pour déstabiliser, moi je crois que le président Ibrahim Traoré a peur. Faut pas qu'il va mentir contre le Bénin puis dire que le Bénin a une base pour le déstabiliser. Sur ce point, moi je dis non. Ils n'ont qu'à chercher encore leur problème ailleurs. Lui, il a fait un coup d'État, il est venu. Et de quoi il a peur? C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Voilà ce que pense le porte-parole du gouvernement suite à ces accusations et attendant voir quelle tournure vont prendre ces événements. Au Nigeria, les habitants de l'État du Plateau sont toujours mobilisés au lendemain de l'effondrement tragique du collège Saints Academy qui a coûté la vie à 22 élèves. 132 élèves ont été sortis des décombres, 58 personnes sont toujours hospitalisées. Encore sous le choc, Ruth Abila, une institutrice, témoigne des instants qui ont précédé cette catastrophe. J'étais dans la classe en train d'enseigner. Alors que le cours s'achevait, j'ai tout de suite aperçu une fissure. Le bâtiment était sur le point de s'effondrer. J'ai donc averti les élèves, je leur ai demandé ce qui s'était passé car ils avaient remarqué la fissure et ne l'avaient même pas signalé à la direction de l'école. La direction a dit qu'elle n'était pas au courant et que la fissure n'était apparue que maintenant. Nous ne réalisions pas que le bâtiment commençait déjà à s'effondrer. La mauvaise qualité des constructions, les contrôles insuffisants et la corruption de fonctionnaires pour contourner les contrôles sont souvent mises en cause dans ces incidents. Les autorités de l'État du Plateau ont annoncé leur intention d'enquêter en vue de renforcer les normes de construction. Cette école est désormais fermée et nous devons prendre nos responsabilités.
Non seulement nous allons enquêter sur les raisons de l'effondrement de ce bâtiment, mais nous allons étendre nos investigations à toutes les écoles. Toutes les écoles, même les écoles publiques, seront inspectées afin de s'assurer qu'elles ne mettent plus en danger la vie de qui que ce soit à l'avenir. L'accident de vendredi est le plus meurtrier survenu au Nigeria depuis novembre 2021 lorsqu'une tour en construction à Lagos, la capitale économique, s'est effondrée, faisant au moins 45 morts pour la plupart des ouvriers du bâtiment. Alors que la MONUSCO, mission de maintien de la paix de l'ONU, doit retirer ses forces du Nord Kivu, le gouvernement congolais a estimé que les conditions n'étaient pas propices au retrait des troupes de l'ONU. La ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba Wagner, a souligné qu'avec la présence des troupes rwandaises et l'agression du Rwanda, il est difficile d'envisager une telle situation pour le moment. Un rapport récent de l'ONU a révélé que 3 000 à 4 000 soldats rwandais étaient activement impliqués dans les opérations du M23, exerçant ainsi un contrôle effectif sur le conflit. Le Rwanda a systématiquement rejeté les accusations du Congo et des nations occidentales concernant son soutien au M23 à travers des fournitures de troupes et d'armement. La chef de la diplomatie congolaise s'est félicitée des efforts déployés par le Congo pour sensibiliser la communauté internationale à l'implication du Rwanda dans le conflit du M23, déclarant « Nos publics sont de plus en plus conscients du fait que le Rwanda est peut-être un gardien de la paix dans certains pays, mais qu'il est un belliciste dans la région des Grands Lacs ». Les combats dans la province du Nord Kivu ont chassé plus d'1,7 million de personnes de leur foyer. De nouvelles manifestations ont éclaté vendredi au Kenya. Des centaines d'étudiants de l'université de Nairobi ont bloqué une autoroute majeure, exprimant leur colère contre les kidnappings et le gouvernement. Depuis le mois dernier, le pays est en proie à des semaines de troubles menant à des appels à la démission du président William Ruto. Bien que ce dernier ait limogé presque tous ses ministres jeudi, les tensions persistent. William Ruto a dissous le gouvernement, mais ça ne signifie rien, absolument rien. Il doit rentrer chez lui. Il nous a peut-être menti en disant avoir dissous son cabinet. Il est corrompu, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est le diable en personne. Le chef de la police, Japhet Kom, a démissionné vendredi, jour où 5 corps ont été retrouvés dans une carrière près d'un bidonville, après des semaines de manifestations et en fait plus de 30 morts. Monsieur William Ruto, vous avez déçu le peuple, vous avez déçu les masses et tout cela indique que vous devez quitter votre poste. Nous continuerons à appeler notre peuple, nos camarades et les masses à se lever, à faire pression jusqu'à ce que William Ruto et son groupe quittent leur poste. Le président Ruto a annoncé vendredi avoir accepté la démission du chef de la police, remplacé par son adjoint Douglas Kanja. Cependant, s'il a promis de former un nouveau gouvernement plus efficace, pour les manifestants qui réclament un changement radical, ces mesures ne sont pas suffisantes. Les 15 membres du Conseil de sécurité des Nations Unies ont adopté à l'unanimité la résolution 2743 qui consiste en un prolongement du mandat du BINU, le bureau intégré des Nations Unies en Haïti, jusqu'au 15 juillet 2025. Les parties prenantes haïtiennes vont devoir créer de toute urgence un conseil électoral et s'accorder sur une feuille de route pour des élections durables. Le gouvernement haïtien, par mon organe, salue l'adoption à l'unanimité de la résolution 2743 qui proroge pour une nouvelle année le mandat du BINU. Il s'agit du renouvellement de l'engagement de la communauté internationale à œuvrer en faveur de la paix, de la sécurité, de la stabilité politique en Haïti. Créé par le Conseil de sécurité de l'ONU en 2019, le BINU est une mission politique spéciale chargée de conseiller le gouvernement haïtien sur la promotion et le renforcement de la stabilité politique et de la bonne gouvernance, mais aussi sur la protection et la promotion des droits de l'homme. Au Rwanda, les candidats à la présidentielle ont tenu leur dernier meeting de campagne à la veille des élections présidentielles et législatives prévues lundi 15 juillet. À l'issue de son rassemblement, le président Kagame a tenu une conférence de presse à Kigali où il a commenté le récent rapport des experts de l'ONU sur la République démocratique du Congo qui accuse l'armée rwandaise de soutenir le groupe rebelle du M23.
C'est un phénomène politique. C'est pourquoi beaucoup de gens, en dehors du Rwanda, ne comprennent pas et parlent avec imprudence du Rwanda. Je n'ai aucun problème avec ceux qui ne parlent pas du Rwanda. Mais si vous devez parler du Rwanda, assurez-vous que vous connaissez parfaitement le Rwanda. Paul Kagame, président en fonction depuis près de 25 ans, se présente pour un 4e mandat de 5 ans, mais ce dirigeant est aussi accusé de museler l'opposition. Franck Habineza du Parti démocratique vert du Rwanda a tant bien que mal réussi à convaincre quelques partisans qui ont adhéré aux grandes lignes de son programme. La raison pour laquelle je soutiens le Parti démocratique vert du Rwanda est très claire. Son programme est limpide pour les Rwandais. Il promeut la justice sociale. Il y est question de la suppression des centres de transit qui constituent un très gros problème pour les Rwandais. C'est pourquoi, en lisant leur manifeste, je suis devenue une fervente partisane de ce parti. À 66 ans, Kagame gouverne le Rwanda d'une main ferme, réprimant toute dissidence politique. Seuls 2 candidats lui font face, Franck Habineza et Philippe Mpayimana. 9,5 millions de Rwandais sont attendus aux urnes lundi. Louisa Hanoun, figure majeure de l'opposition en Algérie, a annoncé son retrait de la course à la présidentielle, critiquant vivement les conditions qu'elle juge injustes et un cadre législatif qu'elle qualifie d'antidémocratique. Chef du Parti des Travailleurs, un parti socialiste de tradition trotskiste, Hanoun avait été emprisonné suite au mouvement de contestation du Hirak en 2019. Alors que le président algérien Abdelmadjid Tebboune avait annoncé jeudi son intention de briguer un nouveau mandat, l'opposante a annoncé ce samedi 13 juillet sa décision de ne plus participer à la prochaine élection présidentielle. Sur le réseau Facebook, elle a écrit que son parti ne participerait pas non plus au processus de vote du 7 septembre, date de l'élection présidentielle anticipée, dénonçant au passage une intention d'exclure le Parti des Travailleurs de l'élection présidentielle et de bafouer le droit du peuple à choisir librement entre les programmes politiques. À 78 ans, le président algérien Abdelmadjid Tebboune part favori pour ce scrutin, succédant à Abdelaziz Bouteflika.